Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout va bien? Ah oui, donc ça va pas du tout en fait. D'accord. Est-ce que tout va bien? Mais, sérieusement? Non, allez, il faut m'aider un petit peu. Bonsoir Paris, est-ce que tout va bien? Merci, vous pouvez vous applaudir. Bienvenue, salle Playel. Pour cet événement exceptionnel du groupe RATP, je suis Marie Drucker, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de la soirée durant laquelle le groupe RATP va vous faire part de ses aspirations et de ses engagements pour des villes plus durables, plus inclusives, plus agréables à vivre aussi, et surtout une soirée en mouvement, vous allez le voir, puisque experts et artistes vont se croiser tout au long de cette soirée, des artistes qui vont célébrer aussi ces villes qui bougent. On va en parler beaucoup de la ville qui bouge et de la mobilité ce soir, ville qui bouge au rythme des vies de leurs habitants. Vous verrez aussi des performances artistiques inédites parce que créées spécialement pour vous, pour nous, pour cette occasion ce soir. Mais pour commencer, je vous demande d'accueillir celle qui nous réunit ici ce soir, la présidente directrice générale du groupe RATP, Catherine Guillouard. Bonsoir. Bonsoir Marie Drucker. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'ai essayé un peu de les galvaniser avant que vous arriviez. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce qu'on va mettre en lumière les grands projets de la RATP pour les années à venir et même pour les mois à venir, malgré un contexte qui a été, comme pour la France entière, très chahuté. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, comme on est très réactif dans le groupe RATP, il y a quand même une annonce qui était quand même très, très, très attendue depuis quelques jours et encore plus depuis quelques heures. À le dire, on n'a pas fait exprès. Mais et on est très honorés que le Premier ministre soit Elisabeth Borne, puisqu'évidemment, elle a dirigé cette entreprise. Elle connaît les transports, donc pour nous, c'est vraiment... bon pour vous? Ah bah oui, bien sûr, c'est un grand moment. Et je crois qu'en mon nom personnel, et évidemment au nom de tous les salariés de la RATP, on lui souhaite vraiment bon courage, bonne chance. C'est fantastique, ça fait 30 ans qu'on attendait ça. Et c'est Elisabeth Borne qui va diriger le gouvernement. Donc ça va être... Vous lui avez envoyé un SMS? Ah ben bien sûr. Ah oui. oui, bien sûr. Bah oui. Non, je suis contente pour elle. Bon. Oui. Sincèrement contente pour elle. Après, je pense que c'est sans doute le job le plus difficile de France après celui de président de la République. Donc voilà. Voire plus, je ne sais pas. Eh bien, on peut lui souhaiter bon courage et bonne chance. Et à nous, en attendant de passer une très bonne soirée tous ensemble, on va passer. Ça fait du bien. Oui, parce que ça fait juste 2 ans. Pas vu depuis 2 ans. En fait, voilà, nous, on a eu la chance d'avoir une convention d'entreprise avec les collaborateurs il y a quelques semaines. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus fait d'événements depuis 2 ans, donc ça fait quand même du bien de se retrouver. Voilà. Alors les Américains disent let's cut to the chase. Allons-y. Parmi les projets dont on va parler, et les réalisations, le chantier du prolongement de la ligne 12. On va voir d'ailleurs quelques images en avant-première avec cette plongée dans la future station Aimé-Césaire, le prolongement qui va être inauguré très bientôt. 31 mai. Le 31 mai, et c'est le 3e en temps de Covid, puisqu'on avait fait le prolongement de la 14 fin décembre 2020. Et puis en janvier, c'était la 4 à Bagneux. C'est un projet qui a été extraordinairement complexe. Il faut voir que sur le plan technique, et je veux vraiment remercier toutes les équipes de la RATP, mais aussi Vinci, Bouygues, Sistra, Thales. Ils sont nombreux à avoir participé à ce chantier. Un exploit, c'est toujours une aventure humaine. On va mettre Aubervilliers à 20 minutes de Saint-Lazare. Ça va concerner 300 000 de nos concitoyens, à peu près 40 000 voyageurs jour. Donc on voit que ces projets d'extension ils sont extraordinaires parce qu'ils changent au quotidien la vie des gens. Alors ça c'est le 31 mai, chantier hors norme, exigeant, dans une période hors norme, et comme si ça ne suffisait pas, vous en avez mené plusieurs de front. Oui, absolument. Donc la 14, la 4, et surtout là on se prépare, 2023 ça va être la 11, donc là c'est 6 km avec un magnifique viaduc construit par Mimran, 6 stations, et puis évidemment avec Siemens et Alstom, on travaille d'arrache-pied pour préparer la 14 au nord et au sud pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc là, on est vraiment les 3 partenaires
j'allais dire, dans une tension très forte à 2 ans de l'événement. Et c'est un vrai challenge. Je rappelle que la 14 va faire 27 km de long, le génie civil est arrivé à l'heure, 14 km de tunnels qui ont été percés entre Olympiade et Orly, dans des conditions... Non, c'est jamais facile. On l'a vu avec la 12. Je disais des exploits techniques comme ça, c'est vraiment remarquable. Sur la 12, on a quand même, avec Vinci, pris des techniques qu'on n'avait jamais fait. On a descendu des kilomètres de tuyaux d'azote liquide à moins 180 degrés pour congeler les sols. Enfin, je veux dire, on est sur des sujets qui sont à chaque fois très, très difficiles. Voilà. Mais là, on tient le bon bout. Alors, vous êtes un des acteurs majeurs de la transition bas carbone des villes, qui se trouve au cœur des défis liés au changement climatique. On le sait, votre secteur est aussi un très gros consommateur d'énergie. Donc, justement, comment vous faites pour vous inscrire dans ces enjeux? Alors déjà, on est hyper organisé et on investit. Avec Île-de-France Mobilité, on a prévu un plan d'1,8 milliard pour convertir tous les bus et tous les centres-bus au biogaz et à l'électrique. Alors pourquoi c'est important? Parce que les 3/4 de nos émissions, c'est les bus. Donc on a déjà converti 9 centres, on a 45% de la flotte de bus qui est propre aujourd'hui. L'année dernière, on a rentré 600 bus propres, cette année, on va rentrer 500, et c'est vraiment une conversion industrielle majeure. Mais la réalité, c'est qu'on est aussi un gros consommateur d'énergie. On consomme 3 TWh par an. C'est une ville de 450 000 habitants. Et donc, il y a des gros enjeux sur l'énergie. En plus, avec la guerre en Ukraine, inutile de vous dire que la facture explose. Et donc, on a mis en place un plan très structuré. Et je tiens à le dire, notre mission s'inscrit complètement dans la stratégie bas carbone du gouvernement. La RATP, quand elle dit que sa raison d'être, c'est s'engager chaque jour pour la qualité de ville, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du mass transit, de l'immobilier bas carbone, des nouvelles mobilités douces qu'on lie avec notre mass transit, de la connectivité, ce qui fait de nous un acteur de la ville. Et ce qui est très important, c'est que chaque fois qu'on fait des progrès dans les process, on se fait certifier. On est aujourd'hui le seul opérateur de transport public qui est certifié par l'AFNOR, exemplaire en matière de RSE. Et ça, c'est une fierté pour les équipes, complètement alignées sur la raison d'être de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment notre mission d'arriver à se décarboner, parce que, évidemment, vu ce qu'on pèse, les transports, c'est 34% des émissions de GES en France. Alors l'électrique, mais vous expérimentez aussi d'autres énergies, de nouvelles énergies. On va regarder d'ailleurs quelques images tournées à La Roche-sur-Yon, où RATP Dev fait circuler des bus avec de l'hydrogène vert produit sur place. Oui, alors ça, c'est même très probablement l'énergie des années post-2030. Le sujet, c'est de construire l'infrastructure. Si on veut de l'hydrogène vert, il faut avoir la liaison entre la méthanisation. D'ailleurs, ça fournit un revenu pour les agriculteurs. Et là, ce qui est absolument passionnant dans ce projet, c'est qu'à la fois l'agglomération de La Roche-sur-Yon a mis en place avec le syndicat de l'énergie de la Vendée l'écosystème. Et puis, on a intégré ça avec une start-up qui s'appelle Life, qui a, à mon avis, un très bel avenir devant elle, qui a construit sa première production d'hydrogène sur place. Donc oui, Dev expérimente actuellement, mais on l'a fait à Paris, et on a fait tourner des bus hydrogène sur des lignes à Paris, et on a un projet avec Île-de-France Mobilité qui est plutôt vers Créteil, avec le CIPEREC. Et donc ça, c'est l'énergie de demain. On y travaille déjà, tout en convertissant actuellement au biométhane et à l'électrique. Mais donc l'hydrogène, c'est un levier supplémentaire pour décarboner la mobilité. Absolument. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier, et la guerre en Ukraine nous le rappelle, c'est que la consommation énergétique pour décarboner l'ensemble de l'économie va exploser. La consommation d'électricité va exploser. Donc, il est important, effectivement, de construire, j'allais dire, un vecteur hydrogène puissant en France, et ça fait partie d'ailleurs des éléments du plan de relance. Alors, on a compris, les bus, évidemment, sont en première ligne, mais la transition durable, elle s'applique aussi au métro, elle s'applique au tramway. Alors, je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec Sylvie Buglioni, mais on est dans un process de conversion industrielle majeur à la RATP. Là, je parlais des bus. Dans les faits, les matériels roulants, 60% vont être changés d'ici 2035 grâce au plan qu'on a avec Île-de-France Mobilité. Il faut bien se rendre compte que la RATP est une machine à investir, c'est-à-dire qu'on doit investir 8,4 milliards entre 2021 et 2024.
L'année dernière, on a investi 2,7 milliards, 2 milliards avec Île-de-France Mobilité, 400 millions avec la SGP sur la 14 et 300 millions à l'étranger pour notre fameux contrat en Toscane. Et là, 2,4 milliards. Et ouais, donc 46% du chiffre d'affaires investi. Et effectivement, ce qui est très très important, c'est que sur le matériel roulant, on va avoir des matériels qui sont, grâce à nos fournisseurs, beaucoup plus performants. Je prends un exemple, le MF19 qui va rentrer sur 8 lignes de métro progressivement, avec son système d'énergie au freinage, moins 20% de consommation électrique, 95% renouvelable, 99% des matériaux sont valorisables. Donc c'est vraiment aussi effectivement important de dire, vous avez raison, ce n'est pas que les bus, c'est aussi les matériels roulants. Alors, je voudrais qu'on reparle, et on en reparlera aussi tout à l'heure lors d'une des tables rondes, sur l'excellence industrielle, la transition énergétique, ouais. Deux sujets majeurs. On va parler maintenant du côté de l'expérience client. Ouais. Bon, parce que la RATP, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, oui. Mais le client au cœur de ses priorités. Ouais. On a beaucoup travaillé. Depuis 2018, on a mis en place un projet qui s'appelle « Bâtir une relation réinventée avec nos clients » et qui travaille sur 4 dimensions, la relation de service, les espaces, l'information voyageur, et puis, évidemment, tout ce qui est billettique. Mais ce qui est très important de voir, c'est que c'est avant tout aussi une question de formation. La relation de service, il faut former les gens. Donc on a une communauté de 130 transformeurs qui a pris les choses en main en termes de conduite du changement, et on a passé 5500 agents de stations et gares dans un programme qui s'appelle « Mon client et moi ». Et au bout de 3 ans, comme on commence à en voir les effets, parce qu'on a des indicateurs qui nous montrent qu'on progresse, eh bien, là, on s'est senti suffisamment, entre guillemets, en confiance pour pouvoir sortir une charte d'engagement, de 9 engagements à nos clients au début de l'année. Et maintenant, on la pilote tous les mois pour vérifier que ces engagements qu'on a pris, eh ben, j'allais dire, on arrive à les tenir. Parce qu'évidemment, c'est dans la durée que la preuve se fait. Hein. Mais j'ai le sentiment que c'est la notion même de déplacement que vous cherchez à transformer. Oui, parce qu'en fait, de plus en plus, ce qu'attendent nos clients, c'est évidemment avoir un train à l'heure, okay, ou un métro, ou un RER, ou un tram, ou un bus, mais c'est aussi toute la notion de service qui va avec, d'où le fait qu'on a travaillé sur nos outils digitaux, et notamment sur l'appli qu'on a complètement révolutionnée et refaite, Bonjour RATP. On a acheté Mappy pendant la crise Covid, la crise est aussi de temps en temps génératrice d'opportunités. On a refait complètement cette appli, et aujourd'hui elle est notée 4,8 sur 5 sur Apple Store, et elle permet à nos clients, par exemple, de réserver et de payer un VTC, une trottinette. Là, on vient de rentrer un GPS vélo, donc on offre de plus en plus de services autour de la notion même du voyage. Et ce qu'on veut, c'est faire du porte-à-porte, fluide pour nos clients, et ça passe par des outils digitaux. Les transports publics sont essentiels, on le sait. Pour autant, les financements sont-ils à la hauteur ? On voit la une des journaux, un modèle fragilisé, financement des transports franciliens, notre modèle donc fragilisé, les villes contraintes de retarder leurs investissements, financement des transports publics dans l'impasse. Pourquoi ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, est-ce que c'est une réalité ? On a été aidés. Il faut regarder les chiffres. Regardons les chiffres. On a, durant la crise Covid, l'État a fait un plan d'environ 3,4 milliards. 2,4 milliards pour compenser aux autorités organisatrices de transport les pertes de versement transport, et puis 1 milliard au titre du plan de relance. Maintenant, qui était pendant 10 ans chez Air France et dans l'aérien, la filière aéronautique, elle a pris 15 milliards. Bon, donc déjà, on est dans un rapport de 5 fois plus important. Ce qui est fascinant de regarder, c'est ce qui s'est passé à l'étranger. On ne peut pas dire que les Anglais sont des chantres de l'économie administrée. Transport for London, ils ont reçu un chèque de 6 milliards d'euros depuis le début de la crise de l'État anglais. Biden a déclenché un plan, alors certes parce qu'ils sont très en retard, mais de 100 milliards de dollars sur les transports publics. Je pense qu'il faut bien marteler l'idée que les transports publics, il n'y aura pas de stratégie bas carbone réalisée en France en 2030 si les transports publics ne se portent pas bien et ne sont pas aidés. Et ce qui m'a frappé, et je pense qu'au niveau de l'Union des transports publics, on va relayer ce message, c'est qu'actuellement, avec la crise sur le coût de l'énergie que nous avons, eh bien, il n'y a eu aucune aide particulière pour les transporteurs publics, à dire qu'il y en a eu pour les routiers, il y en a eu pour, on va dire, d'autres catégories de transport. Donc, il faut
qu'on soit encore plus performant au niveau de l'UTP. On n'est pas le GIFAS, on le sait, le GIFAS, c'est l'organisation des industriels de l'aéronautique. Mais franchement, il n'y aura pas de décarbonation sans nous, sans des transports publics forts. Et je pense que donc, peut mieux faire. Oui, mais si on ajoute la donnée selon laquelle on n'est pas sorti de la crise... Oui, mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, regardez, quand on fait des projets d'extension de métro comme on les fait actuellement avec la SGP, avec les grands partenaires financiers, la réalité, c'est que l'immobilier s'enflamme. Quand on a ouvert Mairie de Saint-Ouen, 5 ans avant, les prix de l'immobilier étaient 5 fois moins... Enfin, il y a une augmentation des prix de 50%. Actuellement, sur la boucle future des 200 km du Grand Paris, les prix augmentent de 20 à 25%. Si on fléchait une partie de ces externalités positives créées par les transports publics, dans les faits, on ferait rentrer de l'argent frais dans le système et ça serait, à mon avis, une excellente idée. Donc, il y a eu des rapports de la Cour des comptes, Blanchard-Tirole, demain peut-être l'Institut Montaigne, il est temps de passer à l'acte. Là, la nomination de ce soir fait qu'on va essayer de pouvoir défendre ces arguments, j'allais dire, de façon plus... C'est vos ragaillardis, je sens. Hein, oui. Je suis très contente. Oui, mais d'abord, bon, ça fait... Pardon, c'est le moment féministe de la soirée, mais c'est quand même amplement mérité. Oui, mais je note que vous avez dit Premier ministre. Oui. Il va falloir dire Première ministre maintenant. Oui. Il n'y a pas de problème, on va s'habituer à ça après 30 ans d'attente. On va y arriver. Alors, malgré ce contexte tendu, vous avez continué à développer en France, à l'international. Oui. Ce qui veut bien dire que le savoir-faire parisien, en plus, s'exporte. Mais c'est une fabuleuse expérience de démonstration, je dirais, de l'export, puisque, effectivement, notre savoir-faire en métro automatisé, ce qu'on est en train de faire, il faut se rendre compte, on est en train d'automatiser la 4 sans l'arrêter. Quand on va faire la 14, on va automatiser une ligne en la faisant changer de système de navigation sans l'arrêter. Il n'y a quasiment que nous au monde qui savons faire ça. Nous, le groupe RATP. Donc, effectivement, on a notre petit navire amiral qui est RATP Dev, qui n'est plus petit du tout. Il y a 5 ans, c'était 1 milliard et c'était 15 000 à peu près collaborateurs. Aujourd'hui, c'est 27 000 collaborateurs dans 14 pays. On a des contrats internationaux qui nous obligent. Exemple ? Par exemple, on vient de démarrer le contrat des bus de Riyad avec un partenaire qui est SATCO. On a aussi gagné 2 lignes de métro à Riyad. On a gagné 2 lignes alors une de RER et une de métro en Égypte. Et puis, par exemple, la Toscane. Image. Transition. Justement, si on peut les commenter un instant, voilà les images de la Toscane. Non, je plaisante, mais c'est important et surtout c'est représentatif de ce savoir-faire qui s'exporte. La Toscane, c'est 5 ans de bataille pour y arriver, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la Toscane, qu'est-ce que c'est ? C'est 5200 collaborateurs. En France, aujourd'hui, RATP Dev emploie 4800 collaborateurs. Donc aujourd'hui, Dev a plus de salariés en Toscane qu'elle n'en a en France, hors région parisienne. Bon. C'est 2800 bus, 90 dépôts et la récupération de 22 entreprises différentes qui nous ont fait une bagarre juridique pendant 5 ans pour y arriver. Donc, le fait d'avoir réussi à allumer ce réseau, à le faire tourner sans couture pour l'instant, sans problème, est quand même un exploit qui montre aussi la maturité à laquelle est arrivé RATP Dev. Et ça, c'est important pour la suite, puisqu'on a évidemment d'autres ambitions à l'international qui sont très fortes. Et je pense que l'équipe est de très grande qualité et qu'ils vont pousser l'avantage au maximum dans les mois et années. On parlait tout à l'heure des développements à l'international, mais aussi en Île-de-France. Oui, parce que là, on est à la fois sur l'offensif et le défensif, puisqu'on perd, au travers de l'ouverture à la concurrence des bus parisiens, on perd notre monopole dans exactement 31 mois. Donc on est dans une phase très intense. Et on a créé une filiale, RATP Cap Île-de-France, qui est dirigée par Xavier Letty, et qui répond déjà actuellement à un certain nombre d'appels d'offres sur Optile. Donc on était le petit poussé d'Optile, on avait 7% de part de marché. Au cours de la première vague, là, on a doublé notre part de marché. Ce n'est pas fini.
On a gagné le T10, on a gagné des réseaux difficiles, par exemple comme le Mantois, où il y avait 100 entreprises différentes. On a montré qu'on a le savoir-faire pour intégrer les salariés qui arrivaient d'entreprises différentes. Et ça, je pense que c'est important pour la suite. On développera un peu tout ça Oui, tout à l'heure. Xavier Letty sera avec nous dans un instant. Tous vos succès doivent aussi beaucoup au partenariat que le groupe RATP a su nouer dans tous les domaines. On le voit hein, là sur les écrans, Engie sur l'énergie, Voudéum sur le bâtiment bas carbone, Comfort Delgro pour les futurs appels d'offres du Grand Paris Express. Voilà, ça c'est quelques exemples des partenariats que vous avez noués. Ben, oui, parce qu'en fait, la RATP est une entreprise de service public performante et elle arrive maintenant à faire la démonstration et à devenir aussi attractive. Alors, on s'ouvre sur notre écosystème, hein, c'est le propre de vouloir être un partenaire préférentiel des villes. Et je crois qu'on a démontré notre capacité à aller sur des chemins où on ne nous attendait pas, quand on a gagné, et on en remercie évidemment la SGP de la compétition, par exemple, pour gagner le haut débit du Grand Paris. On l'a gagné devant les 3 gros opérateurs de télécom français. Et je pense que voilà, on a une capacité maintenant à se projeter sur des phases de développement élargies. Et je pense que c'est vraiment très important pour nous aussi de nous placer au cœur de l'écosystème des villes et de démontrer notre savoir-faire. On est un gestionnaire d'infrastructures, on est un opérateur de transport, on sait faire de la connectivité, on sait faire des projets immobiliers qui font de... Voilà, tout ça... c'est une expertise fantastique, c'est 2000 ingénieurs, un portefeuille de 200 projets et des équipes passionnées. Alors, on va passer dans un instant à la deuxième séquence de ce grand rendez-vous qualité de ville consacré à la mobilité au service des territoires, avec plusieurs tables rondes. On va revenir sur différents sujets, mais auparavant, place, on est salle Playel, hein, place à la création artistique pour célébrer la ville qui revit. Vous avez voulu qu'il y ait du mouvement? Donc oui, de la danse et de la culture, parce que la RATP, on est une entreprise culturelle, on a notre Grand Prix de la poésie, cette année c'est Eddy de Pretto qui le préside, voilà. On a aussi les musiciens du métro, on fait des expositions sur le réseau très régulièrement, donc là, le groupe RATP, c'est de la culture. Voilà, alors je vous demande d'accueillir chaleureusement, comme il se doit, les danseurs de la chorégraphe, qui signent ce que vous allez voir, le premier tableau, les danseurs de Carmel Luanga et la scénographie d'Eliott Kos. À tout de suite.
chorégraphe Carmel Langa et assez danseur pour cet intermède. On va les retrouver à nouveau tout à l'heure. Le mouvement, la mobilité, c'est le cœur de métier du groupe RATP. C'est aussi un moyen de créer du lien, de relier les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes et les territoires. C'est cette capacité à créer du lien que nous célébrons ce soir au service de la qualité de vie en ville. Alors je vous propose une plongée dans les coulisses des expertises du groupe, au cœur de l'excellence opérationnelle et du service voyageur pour satisfaire tous les clients. Et pour en parler, j'accueille Sylvie Buglioni, directrice du pôle technique et industriel, et Salima Hamou, directrice du département services et espaces multimodaux. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Alors lorsque l'on parle et l'on pense qualité de service, on a tendance à se représenter ce que l'on connaît nous le mieux, c'est-à-dire la relation directe entre voyageurs et agents, l'accompagnement des voyageurs dans les stations. Ce n'est pas que ça, il y a aussi une dimension technique et industrielle. Si les métros, si les trains ne fonctionnent pas, eh bien, rien ne fonctionne. Sylvie Buglioni, quels moyens vos équipes mettent-elles en place pour assurer cette performance de chaque jour ? Merci pour cette excellente question. En fait, la qualité de service, c'est un tout indissociable entre la relation directe aux voyageurs, que représente Salima, et tout ce qui est back-office, tous les métiers qui concourent à l'amélioration du service rendu. Si je veux prendre un exemple, pour transporter nos voyageurs, il nous faut un train, il faut aussi des rails. Et puis, nos trains, ils sont en interface avec des systèmes. Alors, ça peut être les systèmes d'information voyageurs, les systèmes de vidéoprotection et bien évidemment les systèmes de conduite. Et donc, il faut les concevoir, il faut les réaliser, ensuite, il faut les mettre en service et puis, il faut les maintenir pendant une trentaine d'années. Voilà. Donc, je représente tous ces métiers qui sont la face immergée de l'iceberg du service rendu aux clients. Alors vous êtes dans un moment historique d'adaptation et de transformation, de modernisation. Concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Alors, la présidente en a déjà beaucoup parlé, mais je dirais que sous la surface, il y a effectivement énormément d'investissements. Donc les enjeux sont importants en termes d'extension de réseau, en termes de modernisation de nos réseaux, puisque derrière cette modernisation, ce qu'on attend, c'est véritablement une amélioration du service rendu, c'est une amélioration de l'image. Alors, bien évidemment, de 8 milliards d'investissements sur 4 ans, je vais prendre juste quelques exemples. Dans les espaces, par exemple, la modernisation des espaces, je dirais une bonne architecture, un bon design, c'est du service. Dans le domaine du transport, mettre en place la politique massive de renouvellement du matériel roulant souhaitée par IDFM, à condition aussi de le coupler à une modernisation des systèmes, c'est aussi du service. Et pourquoi c'est du service ? Parce que quand on renouvelle un matériel roulant, eh bien, derrière, ce qu'on va chercher, c'est à diminuer le nombre de pannes de matériel roulant. Donc on les divise par 3 entre les nouvelles générations de matériel et les anciennes. De la même manière, la ponctualité aux heures de pointe, eh bien, avec une automatisation de ligne, on va aller chercher le 99,5% de respect de la ponctualité, là où on est plutôt à 96% sur une ligne traditionnelle. Voilà. Et tout ça, il nous faut aussi adapter, maintenir, enfin en tout cas adapter nos ateliers qui vont permettre de maintenir ces matériels et ces systèmes. Alors on va découvrir tout ça justement. On va partir à Suzy-en-Brie dans l'atelier de maintenance, au cœur de cette révolution qui se joue en coulisses. Regardez. Ici, vous êtes sur l'atelier de maintenance patrimoniale de Sucy-en-Brie. L'activité principale consiste à prendre en charge la maintenance des bogies. Donc, les bogies sont des équipements qui font l'interface entre la caisse et le rail pour les trains de la ligne A et de la ligne B du RER. Nous avons ouvert récemment une nouvelle ligne de production dans laquelle tout a été pensé pour faciliter le travail de nos agents, pour éviter le port de charges lourdes ou les postures contraignantes. Cette nouvelle ligne est également innovante vis-à-vis de ses équipements industriels et de son aide à exploitation. Nous y avons déployé des AGV, des Automatic Guided Vehicles, qui permettent le mouvement des bogies de manière assistée de poste en poste, et des vireurs de bogies qui permettent de lever et d'incliner le bogie. Précédemment, les agents avaient besoin de descendre en fosse pour accéder au-dessous du bogie. Aujourd'hui, les agents travaillent de plein pied à hauteur d'homme avec l'outillage adapté.
Nous avions également déployé des interfaces homme-machine à tous les postes, ce qui permet aux agents en temps réel de déclarer un incident de production pour permettre à l'encadrement de débloquer la situation. Cette nouvelle ligne de production nous permettra de viser un objectif de production théorique de 250 bogies par an contre 110 sur nos capacités de production actuelles. Cette nouvelle ligne de production bogie va contribuer à améliorer la qualité de service pour notre client, l'exploitant Ligna, avec la mise à disposition de matériel roulant en nombre suffisant pour assurer l'offre de transport de la ligne A avec plus de 1,3 million de voyageurs jour. Il y a toute une culture qui est mise en place, qui est celle de l'excellence industrielle. Oui, effectivement, au-delà de la reconfiguration de nos ateliers, il y a une volonté de mettre en place des nouvelles méthodes. Et donc, je dirais un volet clé de ces nouvelles méthodes, c'est la manière d'animer les équipes, donc notamment par du management visuel. Et donc, les équipes se regroupent en petits groupes avec des indicateurs qu'ils ont eux-mêmes choisis, avec des challenges. Et donc, c'est ça qui permet, dans un principe d'amélioration continue, de challenger véritablement les indicateurs, d'être vraiment centrés résultats. Et puisqu'ils ont pris dans le film l'image de la ligne A, je dirais c'est ce qui nous a permis de passer de 89% de trains mis à disposition sur la ligne A à 96%. Voilà. Alors après la dimension industrielle, il y a la dimension relationnelle, dont nous sommes évidemment, en tant qu'usagers, plus familiers. Salima Hamou, ça, ce sont vos équipes qui œuvrent là-dessus au quotidien. Alors tout à fait, nos équipes, elles ont vraiment à cœur de booster la satisfaction client, tant d'Île-de-France Mobilité que de nos clients voyageurs. Pour ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a un programme qui vise à transformer l'expérience client et on touche plusieurs points du parcours client, comme la billettique, l'info voyageur, la relation et aussi les espaces. Concrètement, comment ça se traduit? C'est plus de prise de parole en situation perturbée à bord, c'est aussi des contacts individualisés, mais aussi des opérations d'embellissement qui sont confortées et boostées par plus de propreté et des actions sur le traitement des odeurs. Donc globalement, pas mal de services au quotidien qu'on alimente aussi avec des nouveautés, des innovations, des nouveaux services. Et je pourrais prendre un exemple, c'est celui qu'on a mis en œuvre dernièrement, le service de prêt de parapluie qui permet d'accompagner nos clients sur les derniers mètres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des collaborateurs se voient dans la perception client, puisque l'enquête d'Île-de-France Mobilité de 2021 nous donne un score de 86,5%. Et c'est 5 points de plus qu'on a gagné en 3 ans. Donc on peut constater notamment de belles avancées sur la ponctualité, sur la propreté et la qualité du contact, de quoi d'être fier de rendre le service au quotidien. Alors, comme dans d'autres domaines, on parle de consommation, de mobilité. Il y a des changements aussi dans ces modes de consommation. Comment vous vous adaptez et qu'est-ce que ça change pour vos équipes ? Alors, on est dans un monde qui bouge beaucoup. On le voit particulièrement depuis 2 ans, et notamment si on prend les mobilités qui changent avec le vélo qui prend de plus en plus de part. On accompagne aussi nos voyageurs avec un engagement de mettre à disposition, par exemple, 5000 places de parking à vélo d'ici fin 2024. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce qui est important, et on l'a souligné tout à l'heure, c'est les 9 engagements qu'on a pris et qu'on a rendus publics depuis début 2021, où tous les collaborateurs, quel que soit le métier, à la maintenance, à la conduite, dans les espaces, on est vraiment engagé pour offrir un service homogène, de haute qualité, individualisé, donc des moments très importants au quotidien et qu'on partage, qu'on met aussi en avant lors des prolongements de ligne. On en a parlé tout à l'heure, la 4 et la 14, bientôt la 12. Et on a vraiment à cœur de mettre en avant les savoir-faire de notre groupe pour conquérir toujours plus le cœur de nos voyageurs. Et bien alors justement, on repart sur le terrain. On va à la rencontre d'une de vos agents à Montparnasse, station phare de la ligne 4, qui vient tout juste d'être prolongée, la présidente le disait tout à l'heure, jusqu'à Bagneux. Regardez.
Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, comme vous le savez, ce matin, on a eu des incidents sur les façades de quai à Denfert-Rochereau. Vous allez peut-être rencontrer dans vos déplacements des voyageurs désorientés. Donc, je vais vous demander d'aller à leur rencontre pour les aider dans leur déplacement dans la gare. Tout le monde a bien sa tablette, ses agrès. Très bien. Bon service. Merci. Ressortez dans la gare rue de Rennes. Vous vous arrêtez à Réaumur-Sébastopol et ensuite la 3. Do you need help? Yes, we're trying to buy some tickets for the metro. Where do you want to go? En tant qu'agent de station, notre priorité, c'est une expérience client réussie. Thank you. La ligne 4 est actuellement en pleine modernisation et cela concerne particulièrement le prolongement de la ligne, mais aussi l'automatisation. Du coup, en ce qui concerne la qualité de service, nous sommes d'autant plus attentifs envers nos clients pour les informer et les accompagner et parfois les réorienter sur des itinéraires de substitution afin qu'ils puissent continuer à voyager dans de bonnes conditions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la ligne 4 et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'agents, donc on est renseigné facilement et on se sent en sécurité, on se sent bien. Nous avons bien reçu votre appel. J'ai remarqué la mise en place des portes palières, la prolongation de la ligne sur Bagneux, puisque j'y habite. Je suis content, oui. J'habite pas du tout à Paris, je connais pas du tout les lignes de métro, donc là j'ai eu quelqu'un qui m'a apporté une réponse, donc je trouve ça vraiment bien. Bonne journée à vous. Au revoir. Et moi, c'est ce qui me plaît, être présent pour les clients. Voilà, on peut les applaudir. Eux aussi, qui sont sur le terrain au quotidien. Ça, ce sont vos équipes, hein, Salima Amou, Sylvie Buglioni. On vient de voir en image l'accompagnement voyageur sur la ligne 4, qui, en parallèle de son prolongement, va être automatisé. En quoi est-ce un atout supplémentaire en termes de qualité de service ? Alors c'est un atout parce que ça permet d'être agile, c'est-à-dire d'adapter l'offre à la demande et ça en temps réel. Et donc c'est véritablement une ligne automatique qui permet de le faire. C'est directement expérimentable, visible du voyageur. Donc maintenant on a réussi à le faire sur la ligne 1, il faut réussir à le faire sur la ligne 4. C'est en cours, il y a des essais, il y a des industriels, Siemens pour ne pas le nommer, qui sont engagés avec nous. Maintenant il faut être au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Et la qualité de service dont nous venons de voir les coulisses est un atout pour le groupe, le savoir-faire. Et l'expérience de la RATP participe à son rayonnement, bien au-delà de son territoire historique. Et on va plonger à présent dans les coulisses de ces succès. Catherine Guilloire a cité tout à l'heure un certain nombre de nouveaux marchés remportés par RATP Dev. 20 ans d'existence cette année et des réseaux opérés partout en France et dans le monde sur tous les modes. Je vous propose d'accueillir maintenant la présidente de son directoire et RATP Cap Île-de-France, créée il y a 1 an pour répondre aux appels d'offres en Île-de-France, représentée par son président. Merci d'applaudir Iba Fares et Xavier Letty. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Iba Fares, RATP Dev, donc on vient de le rappeler, fête cette année son 20e anniversaire. 20 ans que le groupe RATP exporte des solutions de mobilité innovantes et sur mesure en France et dans le monde entier. Mais j'imagine que voilà, ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans et qu'on parle de succès qu'on se repose sur ses lauriers. Non, je pense qu'on va quand même un peu fêter les choses cette année, notre 20e anniversaire, ce n'est pas rien. Ça marque l'entrée dans une nouvelle phase, un âge de la maturité. Ces jeunes années chez RATP Dev, on les a beaucoup consacrées à la découverte. On a expérimenté des choses, on a grandi, on a appris. Et puis on a beaucoup appris en matière de réponse à des appels d'offres internationaux complexes sur l'ensemble des modes de transport. Aujourd'hui, on exploite des réseaux de bus, de tramways, de métro et de trains assez iconiques. C'est-à-dire qu'on est présent, on va de Washington à Londres ou de Hong Kong à Jobourg, en Afrique du Sud. Ça fait une vraie diversité. Donc, comme l'a dit Catherine, 780 villes 780 villes en comptant le contrat Toscan, avec pas mal de villes dedans. Mais effectivement, on accompagne 780 villes, 14 pays
pays. Et puis on a vraiment à cœur cette culture que évoquait Salima, c'est-à-dire cette obsession d'être au plus près des besoins de nos clients qui sont les autorités organisatrices de transport. Aujourd'hui, donc, nous sommes 27 000 collaborateurs, mais juste pour vous rendre compte du côté international de cette entreprise, il y a 38% de ces collaborateurs qui sont basés au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, donc qui est notre zone où on est vraiment leader. Nous sommes ensuite à peu près 20% en Italie, 20% en France, et puis talonnés de près par l'Angleterre. Donc vraiment une implantation géographique très, très diverse. Et deux nouveaux gains majeurs donc en 2021, on y revient, la Toscane et le Caire. Alors évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais quels sont les réseaux emblématiques du savoir-faire de RATP Dev ? Bon, je pense que la Toscane, on a pas mal détaillé. Le Caire, effectivement, c'est un marché où on est depuis 2 ans, où on va opérer cette année la première ligne électrique qui relie la capitale, donc le Caire, à la nouvelle capitale administrative. Donc c'est une grande fierté pour nous, en plus d'opérer la ligne 3 du métro. Et puis un autre réseau qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est un partenaire de confiance, c'est le réseau de Casablanca. Ça fait 10 ans qu'on y est, 10 ans qu'on travaille avec Casa Transport. Nous avons lancé la première ligne de tramway, et puis la deuxième. Puis aujourd'hui, on a 100 millions de personnes qui prennent ces réseaux. Ça a complètement modifié la mobilité au sein d'une ville très dense. Et puis, on ne s'arrête pas là, puisque l'année prochaine, on lance une ligne de BHNS là-bas. Et puis, encore en 2024, on va doubler le réseau de tramway dans cette ville. Donc, c'est vraiment une ville iconique pour nous. Et puis, si je dois aussi rajouter quelque chose au-delà d'un emplacement géographique, je pense toute la partie transition énergétique que nous portons à Paris, que nous portons à La Roche-sur-Yon. On la porte aussi dans de nombreux endroits. On la porte à Londres, où on est le premier opérateur à avoir converti sa flotte au bus électrique, mais on la porte aussi au service de collectivités qui sont très ambitieuses dans cette transition, que ce soit Brest, Angers, Lorient, Vannes, Bourges, etc. et j'en passe. Et puis on le porte aussi sur notre activité B2C, puisque nous avons une filiale qui fait du sightseeing. La marque, c'est Toutbus, et c'est la seule entreprise de tourisme qui a converti 100% de sa flotte aux énergies vertes. Nous sommes très fiers de ça, parce que ça permet aux visiteurs qui viennent visiter Paris, Londres ou Bruxelles à voyager autrement. Un savoir-faire unique sur les bus et sur les tramways qui s'exportent. Xavier Detti, 2 modes majeurs que vous déployez en Île-de-France. Oui, exactement, parce qu'on le sait, en Île-de-France, tous les réseaux existants vont progressivement être ouverts à la concurrence. Et pour porter l'offre du groupe RATP, en réponse à ces appels d'offres de notre client historique, notre autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, il y a 1 an, une filiale dédiée a été créée, c'est Cap Île-de-France. RATP Cap Île-de-France est donc 100% francilien, mais se nourrit de toutes les expériences dont a parlé Iba, c'est-à-dire cette expérience de la compétition, cette expérience des contrats de délégation de services publics, en complément de toute l'expertise de l'EPIC. Alors, la compétition, elle a démarré, elle est intense, et on se présente sur cette ligne de départ avec des arguments, notamment la culture de la performance, notamment cette connaissance fine du territoire francilien, mais aussi avec un esprit de responsabilité, c'est-à-dire que chaque offre, c'est un engagement vis-à-vis de nos voyageurs, un engagement vis-à-vis d'Île-de-France Mobilité et un engagement vis-à-vis des salariés. Vous avez parlé de DSP, je voudrais qu'on détaille un peu, Catherine Guillouard en a parlé tout à l'heure, parce que c'est un des gros succès de l'année, j'allais dire, c'est la délégation service public réseau du Mantois. Et ça, en plus, c'est un vrai projet 360. Oui, alors la DSP du Mantois, délégation de service public, c'est la première DSP nouvelle génération pour nous en Île-de-France. Et c'est aussi un pur concentré de toutes les complexités qu'on peut retrouver sur ces réseaux de bus et de tous les chantiers de transformation qui sont nécessaires pour une reprise efficace et une reprise apaisée. Alors ça a été dit par la présidente, il y a un volet social qui est très important puisqu'il s'agit, dans un temps court, de créer une entreprise, c'est-à-dire de rassembler en un collectif des salariés qui viennent de 7 entreprises différentes. Donc on imagine assez bien l'ingénierie et le dialogue qu'il faut mettre en place pour accompagner et pour assurer des salariés qui sont légitimement inquiets. C'est aussi un projet industriel.
parce que, et ça rejoint les propos de Sylvie tout à l'heure, on doit transformer l'outil industriel, transformer les centres-bus, il y a la conversion du parc de matériel roulant, il y a les transformations de tous les systèmes d'information. Et par ailleurs, ces DSP sont aussi l'occasion de réinterroger tout le volet transport. Quelle est la pertinence de telle ou telle ligne? Est-ce qu'on peut changer la fréquence? Est-ce qu'on peut modifier des tracés? Est-ce qu'on rajoute du service de transport à la demande, par exemple, ou des dispositifs d'équipement vélo? Donc on voit bien, c'est des projets très complets, c'est des projets qui mobilisent beaucoup de spécialités dans un temps très court et avec une obligation de résultat vis-à-vis de l'Île-de-France Mobilité. Ce qui est intéressant avec cette DSP du Mantois, c'est qu'on apprend beaucoup et ça va nous servir dès cet été, dès maintenant en fait, on est déjà complètement engagé pour la reprise à partir du 1er août de 2 beaux réseaux. Le réseau de bus qui est sur la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, qui connaît un développement urbain phénoménal, et puis la DSP sur le Val-de-Bièvre où il y a des lignes de bus en attendant la mise en service dans un an du tramway T10. Iba Fares, si on résume, on peut dire en Île-de-France, en France, dans le monde, ce sont partout des offres sur mesure au service de la ville et de la ville de demain encore plus. Je pense pour faire des offres de mobilité sur mesure, il faut vraiment bien connaître l'écosystème local. C'est pour ça que dès qu'on peut, dès que nous allons quelque part, nous recrutons des potentiels localement. Nous les formons aux meilleurs standards internationaux, au métier de l'exploitation et de la maintenance. Nous avons aussi une vraie culture de l'excellence opérationnelle. C'est pour ça qu'on monte des académies là où c'est opportun. Par exemple, des centres de formation sur les métiers du ferré au Caire ou des centres de formation au métier du bus en Italie. Et puis, nous sommes vraiment, travaillons vraiment avec les partenaires locaux. Et là où c'est possible, là encore, on forme des écosystèmes autour de la mobilité. Par exemple, à Brest avec le CarLab ou à Casa avec notre Digital Lab Casarock qui produit de l'innovation pour l'ensemble du groupe. Et puis enfin, cet engagement local et sur mesure est aussi lié à nos valeurs. Et je pense notre contribution à la construction de sociétés inclusives fait vraiment partie de notre ADN. C'est pour ça qu'on est très honoré d'être le premier opérateur à avoir donné sa chance à des femmes, des Saoudiennes, pour être recrutées et formées comme conductrices de bus à Riyad, ou les premières Égyptiennes conductrices de métro depuis que je suis allée il y a 12 mois pour leur donner le diplôme. Et c'est vraiment des actes qui nous grandissent. Mais elles ne sont pas encore premières ministres. Bientôt. C'est l'étape voilà, d'après. Dans 30 ans peut-être. Un mot pour les 10 années à venir. Vous continuez sur cette lancée? Sur les 10 années à venir, on ne compte pas s'arrêter là. On compte déjà satisfaire nos clients existants, donc pouvoir renouveler nos contrats actuels et puis nous attaquer à 2 pistes de développement. Les pays où on est déjà, la France, l'Italie, les États-Unis, continuent à nous développer, notamment qu'il y a de très belles opportunités à venir en France et puis qu'on est en lice avec notre partenaire Getlink pour candidater à des lignes de TER qui s'ouvrent à la concurrence. Et puis, d'un autre côté, on veut renforcer notre leadership sur le métro automatique et on a de très belles opportunités là encore à Singapour, à Paris, en Australie et au Canada. Xavier Lettier. Dans les 10 ans qui viennent, d'abord c'est 2022 et 2022 on est dans les starting blocks pour d'abord les appels d'offres sur le réseau historique de bus sur Paris Petite Couronne qui devrait sortir très prochainement. Et presque au même moment, il y a le premier appel d'offres sur le réseau ferroviaire avec des lignes de tram-train. Donc nous aussi, la dynamique, un peu comme Dev, on accélère. Et l'enjeu, c'est conforter la relation de confiance avec notre client qui est Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Alors, les villes sont bien sûr aux avant-postes de la transition écologique pour répondre aux défis climatiques. Elles doivent accélérer, là encore, leur trajectoire bas carbone en proposant de nouvelles solutions, forcément plus vertueuses pour y habiter ou encore s'y déplacer. Et c'est le sujet que l'on aborde maintenant avec Mathieu Ozano. Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Vous dirigez le Shift Project, qui est un think tank qui est très engagé en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Objectif, éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe et toujours en se basant sur des faits scientifiques. Avec vous, on parle de la décarbonation des villes, de leur rôle dans la transition écologique, je le disais à l'instant, dans laquelle vous en êtes convaincu, la mobilité joue un rôle clé. Pour vous, alors je vous cite, changer d'énergie fossile revient à changer le sang de la société avec la mobilité quotidienne comme organe vital très consommateur. Au-delà de la métaphore, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, cette analogie avec le système sanguin, je pense qu'elle est tout à fait solide. On est dans notre société complexe, alimentée par des systèmes énergétiques qui, comme dans n'importe quel organisme, amènent précisément l'énergie et les nutriments. Et puis on a des organes vitaux à faire fonctionner. Le système de santé est un organe vital, les systèmes agricoles, les systèmes industriels, tout ça c'est des organes vitaux. L'école, absolument. Et au milieu de tout ça, à travers tout ça, il y a les systèmes de mobilité quotidiens qui permettent d'aller bosser, d'aller chercher les gamins à l'école. Et c'est probablement l'un des systèmes complexes qui est aujourd'hui, on le sait encore, le plus tributaire d'énergie fossile et avec un fonctionnement qui est, comme disent les ingénieurs, très sous-optimal en termes d'utilisation de ces énergies fossiles. Et ce que vous dites, c'est qu'avec des investissements assez limité par rapport à l'argent qu'a pu mettre cette nation, par exemple, dans les grands réseaux autoroutiers, on peut, moyennant donc des investissements qui sont relativement limités et surtout avec beaucoup de cohérence et d'audace, développer des alternatives à l'usage de la voiture individuelle au quotidien. Au quotidien, voilà. Si on pousse un peu le... Au quotidien, ça peut ne pas changer grand-chose en mal et apporter beaucoup de choses en bien, au sens où, on le sait, lorsqu'on est francilien et usager des transports en commun, on peut parfaitement se déplacer avec des temps de parcours qui sont comparables, voire dans bien des cas meilleurs que ceux qu'on a en prenant sa voiture, et puis avoir un confort de plus en plus intéressant, et puis cerise sur le gâteau, des budgets de mobilité. La voiture, ça coûte déjà très cher. On le comprend aujourd'hui avec la situation internationale, c'est appelé à devenir probablement de plus en plus cher. Donc en fait, dans les nombreux sujets compliqués qu'on a adressés lorsqu'il s'agit de sortir concrètement des énergies fossiles d'ici une génération, il se trouve que la mobilité quotidienne, c'est pas le sujet le plus compliqué pour arriver à aligner tous les... Justement, quand on entend les gens comme vous s'exprimer sur le sujet, on a l'impression que finalement, c'est pas si compliqué, c'est pas si cher, et pourtant on ne le fait pas. Donc qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un manque de courage? Je vais résumer ça comme ça, des pouvoirs publics. Est-ce que nous aussi, usagers, consommateurs, je ne sais pas quel mot employer, on se connaît, hein, nous autres Français, on a très envie que les choses bougent, et puis quand elles doivent bouger, on est un peu plus réticents. Donc pourquoi on ne le fait pas? Je pense que les usagers sont en train d'évoluer. Symboliquement, le retour à la mode du vélo, c'est intéressant. Moi, j'ai grandi dans une génération où vraiment faire du vélo, c'était être le dernier des has-been. Maintenant, c'est en train de redevenir à la mode. Côté des décideurs, alors ça a peut-être changé en France avec la nouvelle chef du gouvernement qui connaît bien ces sujets ça va tout changer. Mais on a un refus d'obstacle jusqu'à présent. Pour vraiment passer à l'échelle et saisir avec l'audace que ça demande l'opportunité de dire Français, la voiture individuelle pour faire 5 bornes, 10 bornes au quotidien, c'est terminé. Mais vous inquiétez pas, on a la boîte à outils, on va commencer à s'en servir, à faire les investissements qu'il faut. Ça demande fondamentalement une capacité à changer de représentation. Je pense que c'est possible si les investissements sont là et si, encore une fois, il y a l'audace du message politique qui dit on peut parfaitement développer des systèmes de transport pour le quotidien qui soient confortables, qui soient efficaces et en plus qui permettent, dans bien des situations et jusqu'en grande banlieue, jusqu'en grande périphérie urbaine, de faire significativement baisser les budgets mobilité. Donc il y a qu'à.
Faucon. Le Shift Project, vous avez donc publié il y a 2 ans le guide de la mobilité quotidienne bas carbone. C'est une feuille de route pour proposer aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en œuvre une politique efficace de mobilité décarbonée. Alors ça, on est où? Le texte a 2 ans, la proposition. On a beaucoup progressé. Moi, quand je tenais ce discours de dire, voilà, il faut simplement de la cohérence et de l'audace, mais c'est absolument possible de transformer la mobilité quotidienne partout où c'est possible. Les responsables politiques, il y a encore 5-6 ans, disaient, oui, cause toujours les écolos. Je pense que cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité, elle est identifiée aujourd'hui. Encore une fois, je pense que ça va beaucoup passer par l'audace d'un discours politique. Peut-être qu'on a une configuration politique intéressante aujourd'hui pour y arriver. Parce que, très franchement, tous les spécialistes le savent, la boîte à outils, elle est là, elle est prête, il n'y a qu'à s'en servir. Moyennant, encore une fois, des investissements publics qui n'ont rien à voir avec l'effort qu'a pu faire la nation sur d'autres grands équipements. En fait, on développait systématiquement la capacité à prendre un vélo électrique pour aller prendre un bus ou un train qui est là, qui est fréquent, qui est confortable. Ça n'a rien à voir avec les montants d'investissement dans les grands équipements autoroutiers ou dans les grandes lignes, même dans les grandes lignes TGV. C'est moins d'argent et un bénéfice, je pense, pour une transformation quotidienne de la vie tout à fait intéressante. Et il se trouve que c'est le plus gros morceau, peut-être l'un des plus gros morceaux de cette histoire qu'on a, de ce défi historique qu'on a sur une génération pour sortir des énergies fossiles. C'est sans doute cette histoire de la mobilité quotidienne et du développement systématique et cohérent des transports en commun. C'est le plus gros morceau et il se trouve que c'est pas vraiment le plus compliqué. Ça demande encore une fois une audace politique historique. Alors avec une ossature de services autour des transports en commun et le MaaS, Mobility as a Service, dont on a parlé tout à l'heure, pour faciliter les usages et renforcer l'attractivité des mobilités actives et des mobilités partagées. Oui, on l'a bien vu, ça a été très bien expliqué. Tout ça ne marche que lorsque les services sont vraiment des services. Mais on voit que c'est possible, on voit que c'est absolument possible. Merci beaucoup. Juste un mot, est-ce qu'il y a des villes en France qui ont déjà opéré au moins le début d'une révolution de la mobilité bas carbone ? Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup d'autorités organisatrices des mobilités qui sont extrêmement audacieuses. Le but ultime, ça serait votre réponse, je pourrais répondre pleinement, favorablement, si on voyait effectivement, j'allais dire, la voiture individuelle détrônée, en tant que repère alpha et oméga quand même de la mobilité, ça le reste aujourd'hui. Là déjà, ce serait... Ça serait un résultat. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que c'est un horizon qui est devenu moins loin. Tangible. Ouais. C'est ça ? Oui, je crois. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci. Bonne soirée. D'avoir été avec nous. Avant de passer à la dernière séquence de ce grand rendez-vous, avant de s'intéresser à la ville de demain et voir comment le groupe RATP agit dès aujourd'hui pour préparer l'avenir, je vous demande d'accueillir à nouveau les danseurs et les danseuses de Carmel Loanga pour un nouveau tableau artistique, cette fois autour du lien et de la rencontre. À tout de suite. Lucie Aubrac.
Magnifique. Magnifique. Et on les retrouvera tout à l'heure pour terminer en beauté cette grande soirée. Nous l'avons vu, créer du lien est essentiel pour la qualité de vie dans les villes, cette qualité de ville. Le groupe RATP en a fait sa raison d'être, mais c'est aussi une succession de défis, des défis technologiques, des défis environnementaux, des défis sociaux aussi, autant de perspectives qui nous permettent d'entrevoir le visage, la physionomie de la ville de demain. Et c'est le sujet que nous allons aborder maintenant avec nos deux prochains invités. Patrick Le Gallès, politologue, sociologue et doyen de l'école urbaine de Sciences Po, et Valère Pelletier, directeur général de RATP Solutions Ville. Bonsoir messieurs. Soyez les bienvenus, installez-vous. Patrick Le Gallès, quelle représentation vous faites-vous de cette meilleure qualité de ville? La qualité de ville, historiquement, c'est quoi? C'est la ville, c'est des gens qui passent, des gens qui sont là, c'est de la diversité, c'est des gens qui vivent ensemble, c'est de la sécurité, pas qu'il y ait trop de violence, c'est pas trop d'inégalité non plus. Et puis c'est accès à des services, c'est accès à l'alimentation, c'est accès à de l'eau, à de l'air pas trop pollué, c'est l'adaptation au choc extérieur. Donc c'est beaucoup d'investissements collectifs de la part des gens et puis de la part de la bonne gouvernance, si on peut dire, de gens qui vont faire des choix collectifs pour rendre cette vie collective possible. Et de plus en plus, ce que devient cette ville, ce que seront ces villes du futur, ça va être cette capacité à combiner des choses très classiques avec des choses plus innovantes, utiliser des données pour penser ces choix collectifs et l'organisation de tous ces gens ensemble. Valère Pelletier, comment votre filiale RATP Solutions Ville répond-elle déjà, peut-être, aux enjeux décrits par Patrick Le Gallès? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que donc, chez RATP Solutions Ville, effectivement, les villes sont nos clientes. Donc on allait les voir, on leur a fait une analyse assez poussée en qualitatif et en quantitatif au moment des élections de 2020. Et ce qui retransparaissait dans l'intégralité des programmes, on allait dans toutes les régions de France, grandes agglos, petites villes. En fait, ce qui retransparaît, il y avait deux grandes porteuses. La première grande porteuse, c'était l'environnement. La seconde porteuse, c'était l'inclusion. Donc chacun des édiles, quelle que soit la taille de la ville, a ces deux choses qui les empêchent de dormir la nuit. On voit dans l'ADN de la RATP une grande convergence avec ces deux porteuses. La première, l'environnement, j'y reviendrai pas. Notre PDG, Iba Fares, l'ont présenté très bien. On est en pleine décarbonation et c'est un investissement qu'on fait depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. Le deuxième, c'est l'inclusion. L'inclusion, Iba en parlait également, notamment au Moyen-Orient. L'inclusion, c'est aussi en Ile-de-France, plus près de nous. On a au sein du groupe RATP Habitat, qui est une foncière sociale, donc un bailleur social qui loge plus de 8700 familles en Ile-de-France, des familles qui ont besoin de cet habitat social pour bien s'insérer dans la ville. Et il faut que la qualité de ville, elle soit disponible pour tous. Patrick Le Gallès, quels sont les atouts des acteurs majeurs de ces villes de demain? Alors, les acteurs majeurs des villes, historiquement, c'est quoi? C'est des acteurs privés, bien sûr. Ça va être des gens qui vont gouverner, bien sûr. Ça va être les habitants. Et puis, ce qu'on a vu se développer, c'est tous ces gens qui vont développer les infrastructures et les acteurs classiques des villes. Ça peut être des constructeurs, ça peut être des gens qui gèrent les réseaux, comme vous, et puis différents types de réseaux, comme les télécoms, au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les habitants jouent un rôle plus important. Et les habitants, ça peut être des riches, des pauvres, des migrants, c'est pas toujours les mêmes. Et puis, ce qu'on voit arriver dans les villes, c'est des acteurs qui ne sont pas les acteurs urbains traditionnels, c'est des acteurs non urbains. Donc on a vu arriver d'abord les gens qui s'occupent des données. Donc on voit les plateformes, on voit les Uber, les Google, les Amazon, qui deviennent des acteurs urbains majeurs, qui s'occupent de logistique, qui s'occupent de l'organisation de différents centres de recherche, qui vont gérer des populations très importantes et des services très importants. Et puis on voit arriver d'autres types d'acteurs non urbains, c'est les acteurs financiers. On sait qu'on a une période où on a des fonds d'investissement, il y a énormément d'argent dans le monde, et une partie de cet argent, il est investi dans les villes, soit dans la promotion immobilière, on sait que le prix des logements a quelque chose à voir, soit également dans des infrastructures. Il y a des fonds qui se spécialisent dans les transports, dans la mobilité, dans les hôpitaux, dans les écoles. On pense à Macquarie, par exemple, en Australie. Et donc tout cet argent sont des acteurs non urbains qui deviennent des acteurs majeurs, et c'est assez compliqué de les gouverner et de savoir comment les organiser. Puis on peut ajouter que dans ces acteurs des villes, peut-être moins en France aujourd'hui, mais qui sait, on voit des acteurs comme le gouvernement chinois qui investit massivement dans des villes africaines ou dans des villes d'Amérique latine. Donc on est une période où pour le futur, on ne sait pas trop comment ces acteurs plus traditionnels et ces nouveaux acteurs qui agissent aujourd'hui vont se combiner pour produire ce que deviendront ces nouvelles villes. Ce qu'on voit déjà quand même, c'est que
On a des villes qui ont des trajectoires, qui s'inscrivent dans le passé, qui continuent à évoluer. On a eu plein d'exemples ce soir, par exemple sur Paris-Île-de-France, sur Londres. Mais on voit aussi aujourd'hui des villes qui apparaissent et qui correspondent complètement à autre chose. Dubaï, c'est quand même très très surprenant comme type de ville. Une ville coffre-fort où on met de l'argent dans des tours où il n'y a personne. Il y a quand même une aberration en termes de crise climatique. Donc on voit que ces acteurs non urbains, ils peuvent aussi produire des types de villes qui peuvent poser problème dans le long terme. Et donc on voit bien l'importance d'avoir des acteurs urbains qui vont être capables de combiner ces différents éléments, technologie, finance, mais aussi penser aux habitants pour penser et préparer les défis de ces villes de demain et avant tout, comme ça a été dit, la crise climatique. Valère Pelletier, on voit bien, donc il y a un sujet de valeur et de compétences. Je suis très d'accord avec le sujet de l'argent coule à flot. En ce moment, on a un sujet où il y a des moyens financiers qui sont colossaux, qui vont aller dans tous les domaines de l'économie, notamment l'économie urbaine. Néanmoins, l'argent ne fait pas tout. Et plus il y a d'argent, plus la pertinence opérationnelle, industrielle, l'expertise, on l'a vu tout à l'heure avec Sylvie qui était assise ici, cette compétence, elle va faire la différence au moment où sur ces projets clés, il va falloir investir bien dans la durée, avec une implication opérationnelle clé. Vous avez cité, je rebondirai sur 2 points, vous parliez de logistique. On a lancé le groupe RATP une offre de logistique, on appelle RATP Logistics, dans laquelle on va valoriser certains de nos actifs. Ça se fait avec des très grands partenaires, certains que vous avez cités ou à peu près, notamment Chronopost, Amazon et Colotrans, qui sont 3 clients qui nous ont fait confiance, selon les règles du jeu qu'on a nous-mêmes édictées, notamment environnementalement, notamment socialement, dans les conditions qu'on a nous-mêmes édictées. La promotion immobilière, qui est un vecteur de création de valeur qu'on va nous aussi, groupe RATP, aller chercher à travers la création de sociétés communes avec des grands acteurs de l'immobilier comme Woodeum, comme Cogedim, avec lesquels on va travailler et collaborer, puisque c'est toujours en partenariat qu'on va agir. Et je dirais peut-être sur un pas de côté, quelque chose de plus surprenant aussi, où on est intervenu, c'était tout à l'heure dans les coupures de presse, on intervient sur le domaine de l'énergie, sur le réseau de chaleur et de froid, puisque, vous l'avez sans doute lu, on a gagné avec notre grand partenaire Engie un contrat important de gestion d'infrastructures, pas de transport cette fois, de gestion d'infrastructures énergétiques. C'est des contrats qui sont longs, sur 20 ans, où notre connaissance du souterrain, cette ingénierie, fait qu'en étant investisseur exploitant, on trouve une pertinence sur 20 ans aux côtés de la ville de Paris. Oui, parce que cette qualité de ville, il faut l'envisager sur la durée. Comment on se projette, Patrick Le Gallès, comment on développe des solutions en fonction justement de cette problématique de temporalité ? Alors ça, c'est vraiment fondamental. Les villes, c'est vraiment le temps long. Et quand on voit à l'échelle mondiale, celles qui ont le mieux géré le temps long sont des villes qui ont su anticiper, qui ont su penser l'organisation dans le futur. Pensez à Tokyo, par exemple, des villes qui vont vieillir, comme en Europe, par exemple. Donc il faut vraiment penser des investissements qui vont se faire dans le temps long. Et moi, je trouve que c'est une des grosses différences entre ce qu'on voit en Europe et ce qu'on peut voir peut-être aussi en Asie versus peut-être d'autres parties du monde. C'est la capacité à faire de l'investissement un peu compliqué dans les conditions que vous avez évoquées sur le temps long. Et puis il faut aussi penser le temps long, penser en termes de légitimité, penser qu'il faut que les habitants y suivent. Parce que dans les nouveaux acteurs urbains, j'ai un peu oublié d'autres acteurs urbains qu'on va se développer dans plein de villes dans le monde. Ça s'appelle des gangs, ça s'appelle des mafias, qui sont de plus en plus mondialisés, qui développent de l'économie informelle. Et donc il est d'autant plus important que dans ces projets sur le temps long, on fasse des choix collectifs qui soit bien pensé, mais qui soit aussi légitime politiquement et qui inclut toute une partie de la population. Et donc ça, pour moi, c'est aussi ça qui va faire la différence. On va voir dans les années qui viennent des villes où ces inégalités, ces populations flottantes, cet informel va être de plus en plus important et ne sera pas peut-être bien, en tout cas gouverné pour le bien commun. Ce qui va faire cette capacité de long terme, c'est aussi une capacité politique à gouverner ces infrastructures et, comme l'a dit Valère, à combiner des capacités d'investissement, d'anticiper. On est très inquiet pour le métro de New York à 30 ou 40 ans, avec des capacités à mobiliser la population, que ces choix soient légitimes dans la durée. Valère Pelletier, pour conclure, comment le groupe RATP peut-il encore renforcer son rôle dans la création de valeur au cœur de la ville ? Je pense que le sujet de la souveraineté est vital. Notre conviction au sein du groupe RATP, c'est que pour tous ces sujets de ville, il doit y avoir une régulation par la puissance publique. Le groupe RATP, il se met toujours au service. C'est dans son ADN, intérêt général, on n'est pas une entreprise classique ou lambda. Cette historique, c'est une force pour nous. On est convaincus que la puissance publique doit rester le régulateur de la ville et à ce titre, on se met à leur service sur le long terme via notre complexité urbaine que nous savons gérer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et pour donner vie à cette ville du futur et répondre aux défis des villes de demain, il faut des talents, il faut des partenaires. J'appelle à me rejoindre le directeur des ressources humaines de la RATP, Jean Aguillon.
Jean Aguillon, bonsoir. 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 Alors, on va mettre en lumière maintenant, ensemble, celles et ceux de vos collaborateurs, de vos partenaires qui réinventent la ville. Donc. Oui, parce qu'ils participent à l'ensemble des transformations dont on a parlé jusqu'à présent. Ils sont le centre de toutes nos attentions et on est extrêmement fiers du collectif qui constitue. Alors, je vous propose que l'on accueille ensemble la responsable des services et espaces multimodaux de la ligne 14 et le directeur général de ACCM, Atelier de construction du centre Mobility, Shadi Sadeghian et Thierry César. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus, installez-vous. Jean Aguillon, qui travaille aujourd'hui au sein du groupe RATP ? Alors, au sein du groupe RATP, on l'a vu, dans les 14 pays dans lesquels on est implanté, ce sont 69 000 collaborateurs que nous employons, que ce soit le conducteur de métro dont on parlait tout à l'heure, Iba, au Caire, ou celui de Paris, l'agent de station de l'équipe de Shadi sur la ligne 14, que ce soit le poseur de voie, que ce soit l'ingénieur de RATP Infra, que ce soit la conductrice de bus du centre bus de Lila, par exemple. Ces 69 000 personnes exercent 230 métiers qui cohabitent au sein de la RATP, qui interagissent entre eux pour produire le service dont on a beaucoup parlé et qui sont tous reliés par le même sens de l'intérêt général. Et j'imagine que la formation, qu'elle soit initiale ou continue, est capitale ? Alors en effet, la marque employeur de la RATP est très portée par la promesse qu'on fait de pouvoir avoir des parcours professionnels extrêmement variés, extrêmement complets. Et pour que ces parcours professionnels puissent être mis en œuvre, nous investissons assez massivement dans la formation, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Quand je dis qu'on investit massivement, c'est presque à hauteur de 6% de notre masse salariale, dans des dispositifs de formation initiale assez originaux, puisqu'on dispense beaucoup de formations métiers, en plus de la formation initiale que n'ont pas forcément d'ailleurs les salariés. On a mis en place un centre de formation des apprentis dans 3 grands métiers que sont les agents de station, les machinistes receveurs, les conducteurs de bus ou les mainteneurs. Et on investit aussi beaucoup dans la formation continue, alors dans des dispositifs assez classiques, incarnés par les académies métiers dont on a parlé, mais aussi dans des dispositifs un peu plus originaux où, par exemple, l'Université de la Transformation permet à 450 cadres dirigeants de l'entreprise de pouvoir faire face à l'ouverture à la concurrence, et des dispositifs de mise en situation de talents où on les met dans des situations d'être des futurs entrepreneurs sur des pistes de croissance. Alors, talent, par exemple, vous, au hasard, Shadi Sadeghian, vous avez commencé par développer des programmes d'innovation. Vous avez même noué un partenariat avec le MIT avant de plonger au cœur de l'exploitation en tant que responsable des espaces et services de la ligne 14 et en charge de 224 agents. Alors, parlez-nous un peu de vous. Absolument. En fait, j'ai déjà eu 2 vies au sein du groupe RATP. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant quelques années pour un constructeur d'automobile avant d'intégrer le groupe RATP. Là où le directeur d'innovation m'a fait confiance en me plaçant en tête du pôle des programmes recherche et innovation du groupe. Là, on a pu développer des programmes prioritaires pour le groupe RATP et nouer des partenariats privilégiés pour le groupe avec les acteurs d'innovation dans le secteur de transport, mais aussi la ville à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et j'ai beaucoup apprécié ce poste-là, notamment pour sa dimension transverse, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs métiers du groupe, avec plusieurs filiales du groupe. Mais vous avez eu envie d'aller sur le terrain après ? Tout à fait. En fait, à travers ces projets-là, j'ai découvert le magnifique monde de l'exploitation. Ça m'a donné envie de voir au plus près les métiers pour lesquels le groupe RATP est mondialement reconnu. Et ce qui était magnifique à mes yeux, c'est que j'ai été entendue très rapidement. Et donc, voilà, j'ai fini responsable des espaces et services de la ligne 14, qui est une ligne en projet. Et là, c'est toute notre aventure qui a commencé, des nouveaux challenges. Je me trouve
voilà, à manager des agents très qualifiés, spécialisés, dans une nouvelle posture managériale. Et je trouve qu'on est dans une situation gagnant-gagnant. Moi, j'apporte un regard qui est différent, presque un regard extérieur, et eux, ils m'apportent leur expertise, leur savoir-faire, un vrai gisement de valeur, et on se complète. Et tout cela, c'était possible parce que le groupe nous a fait confiance, m'a fait confiance et a cru et croit toujours et va croire à cette belle complémentarité entre les profils des exploitants confirmés et les profils comme le mien. Et vous, Jean Aguillon, vous animez une communauté très large, donc. Alors en effet, pour pouvoir être un acteur de la ville, comme on l'a décrit jusqu'à présent, on a besoin de travailler avec un écosystème extrêmement large de partenaires académiques. On a évoqué le MIT tout à l'heure, mais on peut aussi évoquer un certain nombre de chaires auxquelles on participe. Mais on est aussi beaucoup en contact avec le monde des startups, avec d'ailleurs des échanges où on envoie des collaborateurs dans les startups pour se familiariser avec l'agilité et où on reçoit des startups. Et puis évidemment aussi avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des fournisseurs, que ce soit dans le domaine du BTP ou dans le domaine de l'entretien du matériel roulant. Ça tombe bien, Thierry César. Vous êtes le directeur général de ACCM, atelier de construction du Centre Mobility, société basée à Clermont-Ferrand, spécialisée dans la rénovation des matériels ferroviaires. C'est une entreprise qui a 102 ans et plus de 20 ans d'histoire avec la RATP. Oui, absolument. La RATP est pour ACCM un partenaire historique de confiance. Une illustration, l'entreprise, il y a 2 ans et demi, a connu quelques difficultés financières. Et notre groupe, TTH, Thierry Tortille Holding, l'a reprise à la barre du tribunal en bénéficiant d'une commande qui faisait partie du carnet de commandes, qui était une commande très importante, qui consistait en la rénovation du MF 77, donc la rénovation des lignes 7 et 8 du métro parisien. Donc ce sont sur cette commande importante que nous avons pu prendre appui pour sauver plus d'emplois et reprendre plus de personnel. Alors évidemment, aujourd'hui, avec notre dose d'agilité, notre dose d'audace, un petit peu comme vous, on a redressé cette entreprise, elle va un petit peu mieux, nettement mieux peut-être, à tel point que la RATP... Les effectifs ont grossi aussi. Les effectifs ont évidemment un petit peu grossi, mais surtout, on a la fierté de voir que la confiance de la RATP se renouvelle, puisque la RATP vient de nous confier la rénovation du MP89, qui consiste en fait à rénover la ligne 4 et à en transformer la transformation électrique de la ligne 4 pour la remise en service de cette ligne sur la ligne 6. Donc aujourd'hui, nos effectifs sont dédiés à peu près 20% de l'ensemble de notre effectif pour travailler directement pour la RATP, 20% de 230 collaborateurs. Et ces relations humaines, en tout cas cette aventure, a transformé la société en une PME industrielle innovante, avec toujours, et c'est très important, on en a parlé ce soir, on sait à quel point c'est important, une dimension environnementale très forte. Oui, alors j'allais dire 3 dimensions très importantes. La dimension humaine, qui est celle qui est portée par nos savoir-faire, nos métiers, dont nos collaborateurs sont très fiers et savent le dire quand c'est nécessaire. Une dimension évidemment environnementale, puisque par définition, rénover des trains, prolonger la durée de vie de ces trains, c'est quelque part un acte environnemental incontestable, qui va dans le sens de l'environnement, du bilan carbone, dont on a parlé également. Et puis troisièmement, le volet innovation, qui est un volet extrêmement précieux pour nous, parce que c'est celui qui donne cette dynamique à notre entreprise. Et un volet innovation qu'on arrive à développer en synergie avec notre groupe, avec notre filiale Lorrain-Fer également, de manière à développer de nouveaux éclairages, de nouvelles climatisations, différentes solutions qui sont dédiées au verdissement de ces trains également. Voilà, donc aujourd'hui, on croit que ce volet innovation va nous aider à cultiver, à développer nos relations, évidemment, avec la RATP et bien sûr développer notre entreprise. Alors, tout ce que vient de dire Thierry César, Jean Aguillon, comment ça s'inscrit dans les valeurs de la RATP ? Alors, pour la RATP, être un employeur remarquable, ça tient en 3 points. Le premier point, c'est d'être un acteur important de la vitalité des territoires, que ce soit les territoires où sont implantés nos partenaires ou que ce soit nos propres territoires. Par exemple, en 2021, on aura embauché 4200 personnes en Île-de-France, que ce soit dans chacun des 230 métiers, que ce soit des personnes très diplômées ou que ce soit des personnes qui profitent de l'accès à l'emploi à la RATP pour se former. Donc,
4200 personnes en Île-de-France, 6700 personnes dans le reste du groupe. Deuxième point important pour nous, c'est le caractère inclusif, le fait qu'on favorise énormément la diversité. 2 éléments de preuve. On est assez fiers d'avoir cette année atteint le 100% dans l'index égalité homme-femme, au bout de simplement 3 ans de mise en œuvre de l'index. Et comme je le disais à l'instant, on est extrêmement fiers aussi de recruter dans l'ensemble des quartiers de la région parisienne et dans l'ensemble des catégories socioprofessionnelles de la région. Et puis le dernier point, c'est de proposer un cadre de travail où chacun peut donner le meilleur de soi-même et développer son employabilité. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Merci. Alors, on arrive au terme de cette soirée, enfin, première partie, parce que il y a quand même un cocktail. Après, vous serez invité à rejoindre. Il y a une exposition photo aussi, vous verrez. On va terminer évidemment avec les danseurs de la compagnie Luanga. Peut-être, Catherine Gilloire, si vous voulez bien me rejoindre. Nous allons saluer et dire au revoir ensemble. Absolument, merci Marie. Merci à tous d'être venus. Je ne vais pas danser, rassurez-vous. Moi non plus. Quoique, mais pas comme eux. Et surtout, un grand merci de nous avoir accordé ce temps. Le pot de l'amitié, c'est juste après. Place au spectacle. Merci beaucoup Marie. Merci à tous ceux qui ont travaillé, à tous ceux qui ont produit ce spectacle. Je pense évidemment à tous ceux qui ont œuvré, parce que c'est une soirée qui nécessite un peu de travail. Oui, voilà. Nos camarades de l'image, du son, de la lumière, etc. Parce que sans eux, évidemment, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de spectacle. Bravo à eux. Et à toutes les équipes rédactionnelles. Et merci beaucoup à vous de votre attention. Place à la danse. Merci beaucoup, Catherine Gilloire. J'étais ravie de vous accompagner. Merci beaucoup à vous, Marie. C'est à vous.
Bravo. Et la chorégraphe, Carole Langa. Bravo. On se retrouve juste à côté. À tout de suite.